Avoir un Hackintosh fonctionnel, c'est bien. Le peaufiner, c'est mieux. Salut à tous et aujourd'hui, suite et fin de la mini-série sur le Hackintosh. Pour rappel, dans le premier épisode, je vous ai expliqué comment fonctionnait un Hackintosh avec un tutoriel annexe pour mapper ses ports USB. Et dans le deuxième et dernier épisode, je suis revenu sur certains points évoqués et vous ai exposé mon questionnement quant à l'avenir du Hackintosh. Dans cette vidéo, je partirai du principe que vous avez déjà un Hackintosh fonctionnel. Je vais revenir sur certains points brièvement évoqués dans la première partie que je vous invite vraiment à aller voir avant cette vidéo et configurer certaines options pour rendre votre Hackintosh plus réaliste, plus optimisé et plus sécurisé. Genre vous avez juste à coller un autocollant Apple à l'arrière de votre PC portable et tout le monde n'y verra que du feu. Un point qui est beaucoup revenu dans les deux premiers épisodes, c'est de virtualiser macOS pour plus de simplicité. Alors oui, virtualiser macOS c'est plus simple et je l'ai même déjà fait à de multiples reprises, même bien avant de faire un vrai Hackintosh. Mais il y a plusieurs choses qui me font préférer le vrai Hackintosh. À vous de voir lequel est le plus adapté pour vous. Premier point, virtualiser macOS insinue qu'il faut un endroit faire tourner un hyperviseur, soit en local avec VirtualBox ou encore VMware, ou à distance avec Proxmox, ESX ou encore Hyper-V. Mais cela rajoute de la complexité pour faire tourner macOS. Soit vous avez votre hyperviseur en local et dans ce cas vous devez ensuite vous connecter à macOS, ou alors à distance, mais si vous n'avez pas internet, vous l'avez dans l'os. Là où avec un vrai Hackintosh, je le démarre et c'est bon. Deuxième point qui va avec le premier, si votre hyperviseur est en local, il faut une machine un minimum puissante et qui supporte les virtualisations. Là où l'atout d'un vrai Hackintosh est le fait de le faire tourner sur des vieilles machines qui ne supporteraient pas forcément la virtualisation. Troisième point, vous n'avez pas d'accélération graphique, ou alors j'en ai pas trouvé. Exit du coup les animations fluides et les effets visuels d'un vrai Mac. Et dernier point pour le coup subjectif, faire un vrai Hackintosh permet de mieux découvrir sa machine et le fonctionnement d'un Hackintosh. Plus sérieusement, quand vous virtualisez macOS, est-ce que vous allez vous soucier du fonctionnement du dossier EFI ou encore du codec de votre carte son? Donc si vous avez la possibilité matérielle de faire un vrai Hackintosh, foncez. Démarrer macOS c'est bien, mais avoir un vrai démarrage de Mac, c'est encore mieux. Comme évoqué dans le premier épisode, vous pouvez vous-même créer un thème de démarrage, mais moi je veux un Mac plus vrai que nature, donc je vais utiliser ceux d'OpenCore qui sont inclus dans le pack. Vous aurez également besoin du driver OpenCanopy dans le dossier driver. Dans le fichier config partie divers, onglet boot, vous pouvez choisir parmi les 3 thèmes proposés. Si vous avez un macOS récent, je vous conseille Gold.Gate pour avoir le même jeu d'icônes. Vous pouvez également télécharger d'autres thèmes si vous voulez tester. Réglez également la valeur Picker Mode sur External et Picker Attribute sur 17. A contrario, si vous n'avez que macOS et que vous souhaitez retirer le menu démarrage, vous pouvez décocher l'option Show Picker. Si vous souhaitez changer l'option de démarrage par défaut, appuyez sur Entrée tout en maintenant la touche Contrôle. La flèche doit changer pour vous indiquer que ce sera désormais le système par défaut. Dans le premier épisode, je vous avais vaguement parlé du Kext permettant de gérer le son, Apple ALC. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs ID et qu'un seul fonctionnait. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Certes, vous avez bien plusieurs ID en fonction de votre codec audio, mais tous fonctionnent, c'est le résultat qui varie. Avec certains, tout fonctionnera, avec d'autres, vous aurez des sorties fantômes, une sortie sur deux qui fonctionnera, ou encore un son fortement dégradé. Pour déterminer votre codec audio, je vous conseille de passer par Linux et d'exécuter cette commande. Si vous avez un codec Realtek qui est le plus répandu, la valeur commence par ALC, suivi de l'identifiant. Pour ma part, j'ai le codec ALCS 1200A. Ensuite, rendez-vous sur cette page GitHub et faites CTRL F pour chercher votre codec. Sur la ligne, récupérez toutes les valeurs layout. Dans votre fichier config, vous avez le choix. Soit vous mettez ALC ID et l'ID dans les arguments de démarrage, ou alors vous mettez l'ID dans la ligne Layout ID dans la partie Device Properties. Pour ma part, je vous conseille le premier choix pour tester, puis le second quand vous avez la bonne valeur. Vous pouvez très bien faire un tableau avec les ID et les résultats que vous obtenez. Testez-les tous et gardez celui qui vous convient le mieux. À l'image de BitLocker sur Windows, FileVault permet de chiffrer son système. Sans grande surprise, c'est supporté sur OpenCore. Dans la partie divers onglet Boot, activez Poll Apple Hotkeys. Dans l'onglet Sécurité, vous pouvez activer Hot Restart, de sorte à ce que vous n'ayez pas à taper votre mot de passe au démarrage, au détriment d'une certaine sécurité. Dans la partie UEFI, onglet Entrée, activez Key Support. Dans l'onglet Sortie, activez Provide Console GOP. Dans Protocole de substitution, activez Firmware Volume et H Services si vous avez un processeur Broadwell ou plus ancien. Puis dans les options, activez Request Boot var Routing. Enfin, rendez-vous dans les paramètres de macOS pour activer FileVault. Si vous avez une erreur, recommencez et en général ça résout le problème. Sur mon PC secondaire, je n'ai pas rencontré de problème. En revanche, sur mon PC principal, le mot de passe était indiqué comme incorrect alors qu'il était correct. Dans ce cas, vous pouvez passer par le terminal de la partition de récupération pour désactiver de force FileVault. Je vous affiche la marche à suivre si vous avez ce problème. Si vous avez ou voulez faire un dual boot avec Windows,
Utiliser Bootcamp peut être une possibilité, mais je vais néanmoins faire une petite mise en garde. Quand vous démarrez Windows depuis OpenCore, vous démarrez depuis le firmware du pseudo-Mac. Windows ne détectera plus votre vrai firmware, mais le Mac que vous avez rentré avec le SMBIOS, et donc pensez que vous avez changé de PC. Ce qui peut poser deux problèmes. Le premier, si BitLocker est activé, il va vous demander au démarrage la clé de déchiffrement du disque, donc pensez bien à récupérer la clé ou à désactiver BitLocker. Le second, sur les versions récentes de Windows à partir de Windows 8, la licence numérique se situe par défaut dans la carte mère. Mais vu que Windows ne la détecte plus, il ne sera plus activé sauf si vous vous êtes connecté avec votre compte Microsoft. C'est donc pour ça que je vous conseille d'utiliser directement le menu de démarrage de votre carte mère, en général avec la touche F12. Si ces problèmes ne vous dérangent pas, alors vous pouvez utiliser Bootcamp en complément du menu de démarrage d'OpenCore. Je vais partir du principe que macOS et Windows sont déjà installés et que vous pouvez déjà choisir l'un des deux dans le menu de démarrage d'OpenCore. Pour ce faire, démarrez sous Windows et installez Python et 7-Zip. Je vous conseille la version 19 car j'ai rencontré des problèmes avec les versions supérieures. Ensuite, téléchargez Brigadier depuis GitHub et dézippez-le. Lancez le fichier bat et attendez quelques secondes. Si votre modèle de Mac n'est pas détecté, vous pouvez utiliser cette commande pour lancer le fichier. Une fois l'opération complétée, déplacez le dossier d'installation nouvellement créé vers un endroit qui ne gêne pas. Il ne doit pas être effacé par la suite. Dans ce dossier, vous pouvez supprimer le contenu de ces deux dossiers. Ce sont les drivers des vrais Mac, donc pas utiles pour nous. Une fois fait, vous pouvez lancer l'installation de Bootcamp, puis redémarrer votre PC. Une fois redémarré, lancez Apple Software Update pour mettre à jour Bootcamp. La version installée par défaut est obsolète et ne prend pas en charge les partitions APFS des macOS récents. Redémarrez une nouvelle fois votre PC et ça y est, vous pouvez directement switcher d'OS depuis Windows et depuis macOS. Si vous avez une partition sur Windows avec la lettre D, Bootcamp va par défaut la masquer pour une raison assez obscure. Pour la réafficher, vous pouvez soit changer la lettre de votre lecteur ou alors désactiver le masquage en faisant ces différentes commandes dans le terminal Windows. Je vais terminer cet épisode par quelques points inclassables, ou plutôt quelques précisions ou améliorations par rapport à ce que j'ai déjà pu dire à l'époque dans le premier épisode. Quand on indique un numéro de série, j'avais évoqué le fait que le processeur pouvait être incorrect. Il est possible de changer l'identifiant du processeur dans l'onglet SMBIOS en mettant l'identifiant sur 0. Toujours sur le SMBIOS, si vous avez fait un mappage de vos ports USB, si vous changez de modèle, il faudra refaire un mappage entier. La cartographie change en fonction du modèle. Et enfin, pour profiter des services Apple comme iMessage dès l'installation de macOS, il faut se connecter à son compte Apple lors de l'installation. Si vous vous connectez avec un compte local puis avec votre compte Apple après, il faut attendre plusieurs jours avant que ça fonctionne, sans trop de raison. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du Hackintosh avec tous ces épisodes. Outre les vidéos et le fait que ça m'ait donné envie de passer dans l'écosystème Apple, l'aventure Hackintosh était un petit défi bien sympa et je vous invite à faire de même si vous ne l'avez pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Hackintosh plus réaliste, plus optimisé et plus sécurisé. Genre vous avez juste un collier à logo Apple à l'arrière de votre PC portable et tout le monde...